On n'est pas à Abidjan ici, on n'est pas sur le plateau de Live TV. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous ouvrons un débat sensible, explosif même, au cœur de l'actualité ivoirienne. Une éventuelle poursuite judiciaire ou extradition de cyberactivistes ivoiriens, certains installés en France. Cette affaire soulève des interrogations profondes sur l'équilibre fragile entre sécurité nationale et liberté d'expression en Côte d'Ivoire, sous la présidence de Alassane Ouattara. Jusqu'où un État peut-il aller pour protéger sa stabilité? À partir de quel moment la lutte contre la désinformation devient-elle une restriction des voix dissidentes? La vidéo que nous allons suivre met en lumière les risques encourus par des cyberactivistes exilés, potentiellement visés par des procédures judiciaires ou des demandes d'extradition depuis la France. Elle questionne également le contrôle gouvernemental sur les médias, la place des opinions critiques dans l'espace public et plus largement, la santé démocratique du pays. Le ton général est résolument critique envers le pouvoir en place. Il appelle à une vigilance accrue sur les droits numériques, la liberté d'expression et la protection des opposants en ligne. Les réactions des spectateurs, elles aussi, traduisent une forte polarisation. Certains réclament une justice équitable et transparente, tandis que d'autres dénoncent un climat de népotisme, de censure médiatique et de pression politique. Si cette traque judiciaire devait se confirmer, elle pourrait marquer un tournant dans les relations entre l'État ivoirien et sa diaspora active sur les réseaux sociaux. Au-delà des frontières nationales, c'est également l'image internationale de la Côte d'Ivoire qui pourrait être impactée. Alors, sommes-nous face à une nécessité sécuritaire légitime ou à un durcissement inquiétant du pouvoir face aux voix critiques? C'est la question centrale de notre débat aujourd'hui. Restez avec nous. Il y a un emballement. Et les Ivoiriens, oulala, c'est la catastrophe sur la tête de certaines personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, on parle d'extradition. On n'a pas dit d'extradition, d'accord, de cyber-militants, cyber-politiques ou cyber-activistes. Vous me regardez ce poste, vous me regardez ce qu'il y a. Par contre, il y a des choses quand même assez intéressantes. Il faut savoir en fait que certains Ivoiriens qui sont en France, qui commettent des crimes ou des délits en tant que délinquants, souvent sous le couvert des lois françaises, sont protégés. Et on ne peut pas, d'accord, même si la France a envie de les rapatrier, la justice française les couvre. Pourquoi vous ne parlez pas de ce volet? Et ils sont nombreux. Ça, je peux vous le dire, ils sont nombreux. Il ne faut pas oublier aussi que la Côte d'Ivoire, qui est notre, moi en tout cas, dont je suis originaire, la Côte d'Ivoire n'est pas assez reluisante sur le plan, d'accord, de la cybercriminalité. D'accord? La Côte d'Ivoire n'est pas assez reluisante. Aussi sur des cas aussi, d'accord, de narcotrafic, la Côte d'Ivoire n'est pas reluisante. Alors, pourquoi automatiquement on fait un focus sur des personnes qui s'exprimeraient sur les réseaux? Je ne sais pas. Donc, c'est un accord de coopération. Et quand on parle d'extradition, on ne parle pas d'accord de cyber-militants ou cyber-activistes. Pourquoi des gens crient Alléluia, on fait les cyber-activistes ou les cyber-militants vont être extradés? Je tiens à vous rappeler quelque chose. Il y a trois accords de coopération sur la justice entre la France et la Côte d'Ivoire, sur 3 périodes précisément, début des années 60, 1070 et 1989. Donc, des gens qui me disaient qu'il y a une convention qui a été signée. Sortez la convention. Sortez la convention. Moi, j'étais curieux. Je suis allé chercher la convention. Elle n'existe nulle part. Pour l'instant, il n'y a pas de convention avec des termes spécifiques concernant ce cas. Si vous voulez parler en fait des cyberactivistes, il faudra faire attention parce que les cyberactivistes sont sous le couvert de ce qu'on appelle, d'accord, les lois liées à la cybercriminalité. On regarde des éléments qui sont inclus dans ces lois-là concernant la cybercriminalité. Si ces lois-là sont en relief entre les lois françaises et les lois ivoiriennes, là, il pourrait y avoir mesure d'extradition ou mesure d'extradition. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, je vous rassure, il n'y a pas péril dans la demeure et je disais comme ça, il n'y a eu jusqu'aujourd'hui, aucun accord ou une convention entre un pays francophone où j'ai connu un cyberactiviste, d'accord, qui a été extradé de la France vers son pays d'origine. Ça n'existe nulle part. Je peux vous dire que cette convention a existé entre le Sénégal de M. Macky Sall et la France avant les élections. Et je peux vous dire qu'il y a eu virulence dans ces élections sénégalaises. Je n'ai connu aucun cas d'extradition. Donc, c'est juste pour moi que je vais employer un terme de M. Macron, c'est de la poudre de perlimpinpin. Et je pense pas que pour les motifs dont on arrête en fait certains Ivoiriens à Abidjan parce qu'ils parlent devant leur caméra, d'accord, pour ces mêmes motifs-là, on pourra extrader un Ivoirien en France, d'accord, vers la Côte d'Ivoire. Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois et je risque de faire même comme M. Abinan Pascal, mais lui, il s'est trompé. Je suis prêt à mettre ma main au feu, d'accord, qu'il n'y aura pas d'extradition dans ce cas-là. Parce que je pense que sur le plan judiciaire en Côte d'Ivoire, il y a une frénésie qui s'empare
d'accord, du pouvoir sur place. Donc, celui qui parle ou qui dirait des choses qui ont tendance à mettre à mal le gouvernement, automatiquement, on vous met le grappin dessus. Mais je vais revenir sur un point qui est très important parce que quand j'ai le plaisir et le privilège, en tout cas, d'être sur un plateau avec des journalistes de renom, il faut que je dise la différence de la France. Vous vous rappelez de monsieur Hugues Sousoupo? Monsieur Sosupo, oui, c'est Sosupo, qui était journaliste béninois, qui a été invité avec une accréditation à Abidjan et qui était en fait en exil au Togo et qui était réfugié. D'accord, qui était réfugié et qui a été invité à Abidjan officiellement. Ils ont pris connaissance de son statut de réfugié. Il y a des lois qui encadrent, d'accord, le statut des réfugiés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela a été respecté? D'accord? Le Bénin, d'accord, il y a eu un vol qui a été affrété de la Côte d'Ivoire et ils l'ont extradé dans son pays d'origine qui est le Bénin. Vous voyez ces genres d'exemples, ça ne peut pas exister. Je ne vais pas faire l'apologie de la France. La France n'est pas le paradis. Mais dans un cadre où on respecte un petit peu les lois, ces choses n'existent pas. Donc, je tiens à rassurer, calmer les ardeurs des uns et des autres. Prenez connaissance si convention existe, d'accord, des spécificités. Et là, d'autres pourront créer, alléluia. Mais pour l'instant, c'est juste des spéculations. Je vais m'arrêter là. Et puis, s'il faut qu'on débatte, on débattra un peu plus profondément. Bien sûr, c'est le débat de Joe Élysée. Ben, ok, moi, je suis très, très intéressé d'entendre tout ce que j'entends sur le plateau. Mais il y a une chose que je note. C'est que tous ceux qui sont en face de moi, qui parlent, et qui ont tendance à minimiser l'impact de ce que ces cyberactivistes et autres personnes ont sur la vie politique ivoirienne, parce qu'ils sont à 6000 km. Ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu. Ils ne vivent pas ce que les Ivoiriens vivent au quotidien. Ils ne savent pas ce que les gens vivent au quotidien. Ils ne savent pas l'impact de ces propos et de ces prises de position et de ces appels au meurtre qui sont lancés depuis des pays comme la France, où certains lancent des appels au meurtre. Je ne sais pas, au nom de la liberté de la presse, peut-on lancer un appel au meurtre parce qu'on estime qu'on a la liberté de parole? C'est même condamné par la loi. Bah voilà. Et en France, ici, on a vu des personnes qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir eu des propos, pour avoir tenu des propos. C'est vrai ou c'est faux? La France est un pays de droit. Bah donc... Mais il y a des personnes ici qui ont été déchues de leur nationalité pour avoir tenu des propos qu'on a jugés incohérents vis-à-vis de la loi. Donc, souffrez-vous aussi que des pays qui, eux, ont des lois, qui disent que si une personne a des propos qui sont de nature à porter atteinte à la stabilité, à la paix du pays, et qui sont de nature à susciter la haine et la violence, doivent subir la rigueur de la loi. Mais nous, on a un problème, parce qu'aujourd'hui, quand on finit de prendre cette loi, elle s'applique sur un territoire de 322 462 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un est assis à Paris, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des appels au meurtre, et qu'il s'adonne à longueur de journée à des incitations à la haine, à créer des situations, et que ça a des répercussions au pays, parce qu'il y a des échos aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Il y a cette possibilité de pouvoir entendre ce message, et qu'il y a des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile d'être à 6000 km et de dire que les gens ont droit à la liberté de la presse, de dire tout et n'importe quoi. Monsieur Norbert, ce que notre pays a vécu, vous ne l'avez pas vécu. Ah bon? Moi, j'ai été sur place. Hein. S'il vous plaît. J'ai été sur place. Vous n'avez pas la crise ivoirienne, elle date de 3 décennies. Monsieur Norbert Navarro, vous n'avez pas vécu même deux décennies en Côte d'Ivoire. Même une seule décennie, vous n'avez pas fait en Côte d'Ivoire. Vous avez quel âge? À quel âge avez-vous? Vous ne pouvez pas. Quel âge avez-vous? On va rester sur le fond. On reste sur la personne. Vous parlez de choses, vous ne savez pas. Mais pas connu la crise ivoirienne, vous l'avez peut-être relayé, vous en avez entendu parler. Vous n'avez pas vécu les affres que les Ivoiriens ont vécu. Mais je suis le seul journaliste français, statutaire français, à avoir vécu la totalité de la crise. C'est archi faux. Mais si, j'ai été... Vous aurez la parole. On sait quand vous étiez correspondant en Côte d'Ivoire, on a les dates, s'il vous plaît. Vous n'avez pas réécrit l'histoire. Alors, quelles sont les dates? Quelles sont les dates? Excusez-moi. Mais c'est incroyable. Vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Mais comment vous faites 220 confrères à la répétition d'un confrère, ils sont... Non, mais laissez-le terminer d'abord. C'est un fait. Mais c'est incroyable. Laissez-le terminer d'abord. C'est pas en répétant 100 fois que ça devenir vrai. Ça n'est pas en répétant 100 fois quelque chose que ça veut dire. Laissez-le terminer, vous allez arrêter de la parole. Il martèle la il martèle, il contre la vérité, il va m'apprendre. Maintenant, vous allez laisser parler. Ça n'est pas en répétant que ça devient une vérité. Laissez-le terminer. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas à Abidjan ici, on n'est pas sur le plateau de Live TV. Attendez, il se fait partout. Et il y a pas de journalistes ivoiriens, s'il vous plaît, monsieur Norbert. Donc vous ne nous apprendrez pas le métier. Allez-y, répondez, on vous écoute. Non, alors, on va répondre du factuel. J'ai été en poste en Côte d'Ivoire de mai 2008 à avril 2011. Pour rappel, le président Gbagbo est nommé le 11 avril 2011. J'ai été en poste de mai 2008 à avril 2011.
c'est comme ça. Il s'avère que je suis le seul journaliste statutaire français à avoir vécu la totalité de la pré-campagne électorale de 2010, de la campagne électorale et de la crise post-électorale. Il n'y en a pas d'autres. C'est pas très compliqué, il y avait 2 journalistes statutaires français à Abidjan, il y avait le correspondant des RFI et le correspondant de l'AFP. Bien, c'est clair. L'AFP a changé. Moi, j'ai pas changé. Ok, J'étais là. c'est bon. Donc, C'est bon la il s'avère- clarification. donc dire que j'ai pas vécu ça, c'est porter atteinte à ma réputation. Et le confrère Élysée ne recule devant rien, y compris devant la déontologie. C'était pour clarifier, non, mais vous avez clarifié ce point. Allez-y, Élysée. Non, Élysée, reprend la parole. Allez-y. Mais il vient de confirmer ce que je disais. La crise ivoirienne ne date pas de 2008 à 2011. Je vous parle d'une crise qui dure depuis 3 décennies. Et vous venez me dire que vous étiez au début de la crise, vous connaissez ce qui s'est passé. Et en 2008, quand vous arriviez, il y avait déjà les accords de Ouagadougou. Il y avait déjà des accords qui avaient déjà même fait taire la crise. On n'était même pas à l'étape des belligérances. Donc vraiment souffrez que je confirme encore que vous n'avez pas vécu la crise ivoirienne. Vous savez parce que les Ivoiriens ont vécu. Un point très. Moi, je vais continuer le Allez-y. débat. Nous qui avons vécu, moi je parle en tant que journaliste, mais en même temps en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen. Nous qui avons vécu la crise, nous savons les affres de cette crise. Nous savons combien de propos tenus par des personnes hors du pays ont eu un impact négatif sur la stabilité et la paix de notre pays. On ne va pas continuer à croiser les bras, regarder des gens parce qu'ils sont à 6000 km, dit tout et n'importe quoi, pendant que des gens s'entre-déchirent en Côte d'Ivoire et que ça a des impacts sur la vie des gens, et au nom d'un motif ou d'un prétexte de liberté d'expression, on va les regarder, les applaudir des 2 mains. Je pense que les autorités ivoiriennes, qui sont les autorités qui ont posé cet acte, c'est un acte très responsable. C'est pas parce qu'on est opposant, ou c'est parce qu'on est opposant à un régime, qu'on peut lancer des appels au maître. Mais attendez, allez sur les réseaux sociaux, pendant que nous sommes en train de parler ici. Ouvrez les réseaux sociaux, regardez un peu ce que les uns et les autres disent. Il y a des dérives totalitaires sur les réseaux sociaux. Mais il y a des lois, il y a des appels au maître. Non, c'est pas pour tout le monde. On va s'écouter. Il faut qu'on s'écoute, ça c'est le minimum déjà. Il y a des règles, il y a des lois, comme il le dit si bien. Mais oui, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'un certain nombre de lois. Mais quand quelqu'un, je le dis, enfreint ses lois, et parce qu'il est assis en France, au nom du fait qu'il soit à 6000 km, donc intouchable, on enfreint ses lois à longueur de journée, qu'est-ce qu'on fait? L'État est là, il croise les bras. L'État est là, il croise les bras. Justement, il faut activer les mécanismes de coopération sur le plan judiciaire. Il faut que les personnes comprennent que quel que soit le territoire dans lequel ils se trouvent, quel que soit là où ils se trouvent, ils ne peuvent pas, au motif d'être loin d'un théâtre des opérations, inciter les uns et les autres à la haine et permettre que notre pays s'entre-déchire. Moi, je ne suis pas d'accord. Tentative d'intimidation. C'est une tentative d'intimidation. Avec une tentative d'intimidation. Dans ce pays qui est censé être le pays des droits de l'homme, la France, je vous dis que des gens, parce qu'ils ont tenu des propos, ont été déchus de leur nationalité. Il y a plus de pays que ça. Faire déchoir quelqu'un de sa nationalité qui devient apatride, dans ce pays, ça a eu lieu. Pourquoi vous n'avez pas crié dans cette nation? Élysée, voilà, merci. Tu es l'invité et puis toi... C'est normal, c'est ça qui parle. Il parle beaucoup. D'abord, je me retrouve réjoui de savoir que quand on fait la réputation... D'un journaliste, oui. Ah, voilà. Mais tu dis... Non, mais revenons sur le fond. Revenons sur le fond. Non, je ne permettrai pas ça aujourd'hui. Ok. Rassurer ça. Que, en fait, les accords de coopération ou les conventions, quelquefois, sont signés, ou bien on les signe à plusieurs reprises, parce que les lois dans chaque pays n'évoluent pas de la même façon. Aujourd'hui, peut-être en France, aujourd'hui, se marier quand on est du même sexe, c'est normal. C'est la loi ici en France. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Le mariage homosexuel n'est pas légalisé. Donc, 2 individus du même sexe ne peuvent pas se marier. Je prends cet exemple pour expliquer et dire que, tout simplement, l'accord qui a été signé sur la question de l'extradition, dans ce pays qui est la France, comme il le dit, consacre la liberté d'expression. Ça, c'est une réalité. On ne peut pas se le nier. Mais on sait aussi que dans ces pays-là, il y a des gens qui ont été condamnés parce qu'ils ont dit des choses qui ont entraîné mort d'homme. Sur l'affaire du professeur, j'oublie son nom. Rappelle-moi, le professeur qui a été... Samuel Paty. Samuel Paty. Il
il y a eu un imam ou je sais pas quoi, quelqu'un qui a dit des choses sur les réseaux sociaux qui ont poussé le terroriste qui allait le décapiter. Non, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il est condamné, il est en procès, ils sont condamnés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce que la Côte d'Ivoire va juger être un crime ou un délit, il va envoyer ça à la France. La France va l'observer à l'aune de ses lois pour dire que ce monsieur qui a dit que monsieur Nsan Atoublan est moche, en France ici, ça ne peut pas faire l'objet de poursuites. Au nom de ça, je ne peux pas vous l'extrader. Il est Ça, pas moche. ça c'est un fait. Pour revenir maintenant sur le fond réellement, il faudrait qu'on soit réaliste. Hein. C'est pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire là qu'on va espérer que la justice ivoirienne va transposer ici. Non, ce n'est pas ça du tout. Faut pas qu'on s'affole et il faudrait pas que Atoublan fasse comme non. Il y a pas, c'est pas Abidjan où quand t'attrapes trouble à l'ordre public, machin, non. L'extradition va répondre à des critères clairs, c'est-à-dire si celui que vous me demandez d'extrader correspond aux lois de la France et si le crime que vous lui reprochez correspond aux lois de la France en ces termes, il n'y a pas de problème, on peut vous l'envoyer. Dans le cas contraire, ce ne sera pas le cas.